Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux plus belles histoires d'amour et d'honneur. Si vous aimez les récits qui touchent le cœur et réveillent l'âme, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de passionnés. Chaque histoire est une promesse d'émotion, et celle-ci ne vous laissera pas indifférent. La place du village de Saint-Étienne-des-Bois ressemblait ce matin-là à un théâtre de l'horreur. Le ciel d'automne, lourd de nuages gris comme du plomb fondu, semblait peser sur les épaules de la foule rassemblée. L'air sentait la pluie proche, la terre humide et cette odeur âcre que dégagent les corps trop nombreux, serrés les uns contre les autres. Au centre de la place pavée, attachée au poteau de bois noir par la crasse et l'usage, Grace Whitmore attendait son supplice. Elle avait 23 ans. Ses cheveux châtains, autrefois coiffés avec soin, pendaient en mèches désordonnées sur ses joues creusées par la faim et la peur. Ses mains, liées au-dessus de sa tête, tremblaient imperceptiblement. Sa robe de toile grise, celle des pauvres, celle des accusés, était déjà déchirée dans le dos, exposant sa peau pâle aux regards avides de la populace. Le bourreau, un homme massif au visage sans expression, soupesait le fouet de cuir tressé dans sa main droite. 15 lanières terminées par des nœuds. 15 promesses de douleur. « Grace Whitmore », tonna la voix du juge de paix, Monsieur Armand Deschamps. Un homme sec au nez pointu et aux yeux froids comme des billes de verre, vous êtes reconnu coupable du vol de 6 pièces d'or, dans la demeure de Madame la Comtesse de Valmer. La sentence est de 20 coups de fouet, à exécuter publiquement, suivi d'un bannissement du comté. Que Dieu ait pitié de votre âme. Grace ferma les yeux. Elle savait que protester serait inutile. Elle avait déjà tout dit, tout expliqué, tout supplié. Personne ne l'avait écoutée. Personne ne voulait croire qu'une simple servante puisse être innocente face à la parole d'une comtesse. Le premier coup tomba comme la foudre. Le cuir mordit sa chair avec une violence qui lui arracha un cri étouffé. La douleur explosa dans son dos, irradiant jusqu'à ses doigts crispés. Le deuxième coup suivit aussitôt, traçant une ligne de feu parallèle à la première. Grace sentit le sang perler, couler lentement le long de sa colonne vertébrale. Au troisième coup, ses jambes fléchirent. Au quatrième, elle ne retenait plus ses larmes. Au cinquième, elle crut qu'elle allait mourir. Dans la foule, la plupart des villageois regardaient avec cette fascination morbide, propre aux exécutions publiques. Certains applaudissaient, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise, mais incapables de partir. Quelques femmes priaient à voix basse, leur chapelet serré entre leurs doigts. Mais un homme, à l'écart, observait la scène avec une intensité différente. Richard de Pemberton, baron de Haute-Claire, se tenait près de sa voiture noire aux armoiries dorées. Il était venu au village pour régler une affaire de fermage, rien de plus. Il n'avait pas prévu d'assister à cet horrible spectacle. Pourtant, quelque chose l'avait retenu. Peut-être le cri de la jeune femme, si pure dans sa souffrance. Peut-être son visage, aperçu brièvement avant le début du supplice, où il avait lu non pas la culpabilité, mais un mélange de résignation et d'innocence bafouée. Richard de Pemberton avait 35 ans, grand, les épaules larges, le visage aux traits nobles, mais marqué par une certaine mélancolie. Il était connu dans tout le comté pour sa droiture, son intelligence et sa solitude. Depuis la mort de sa jeune épouse emportée par la fièvre 5 ans auparavant, il vivait retiré dans son château, consacrant son temps à la gestion de ses terres et à l'étude du droit. On le disait froid, distant, inaccessible. Mais sous cette carapace se cachait un homme d'une sensibilité extrême, qui avait simplement choisi de ne plus s'exposer à la douleur. Le 6e coup tomba, puis le 7e. Grace ne criait plus. Elle gémissait faiblement, son corps entier secoué de spasmes. Au 8e coup, quelque chose se brisa en Richard. Au 9e, il s'avança. Au 10e, il fendit la foule d'un pas décidé, sa canne à pommeau d'argent frappant les pavés avec autorité. Le bourreau levait déjà le bras pour le 11e coup, lorsque la voix de Richard résonna sur la place, claire et impérieuse comme un coup de canon. « Ça suffit !» Le silence tomba instantanément. Le bourreau s'arrêta, le fouet suspendu en l'air.
Toutes les têtes se tournèrent vers le baron. Le juge Deschamps devint écarlate. « Monsieur le baron, bégaya-t-il, vous n'avez aucune autorité pour interrompre une sentence légalement prononcée. » Richard le toisa avec un mépris glacial. « Légalement prononcée? Sur quelle preuve, monsieur Deschamps? Sur le témoignage d'une comtesse connue pour son caractère capricieux et ses accusations inconsidérées, sans avocat, sans enquête approfondie, sans même un interrogatoire digne de ce nom. » Il s'approcha du poteau où Grace pendait, à demi inconsciente. Avec une douceur infinie, il dénoua les cordes qui liaient ses poignets. Elle s'effondra dans ses bras. Son dos n'était plus qu'une plaie sanglante. « Cette femme est sous ma protection », déclara Richard d'une voix qui n'admettait aucune réplique. « Je prends sa cause en charge. Si elle est coupable, qu'on me le prouve devant un tribunal équitable. Sinon, ceux qui l'ont condamnée répondront de leur injustice. » Le juge Deschamps ouvrit la bouche, puis la referma. Défier un baron de la stature de Pemberton était impensable. Il hocha la tête, furieux mais impuissant. Richard porta Grace jusqu'à sa voiture. Elle pesait si peu dans ses bras. Il la déposa délicatement sur les coussins de velours, retira sa propre redingote pour couvrir son dos meurtri. « Emmenez-nous au château », ordonna-t-il à son cocher, « et appelez immédiatement le docteur Moreau. » Tandis que la voiture s'ébranlait, Richard observa le visage de Grace. Elle avait perdu connaissance. Ses lèvres étaient blanches, ses paupières closes sur des cernes violacées. Mais même dans l'inconscience, quelque chose en elle respirait une dignité brisée, une noblesse d'âme que nulle torture ne pourrait effacer. Il ne savait pas encore qu'en sauvant cette femme, il venait de déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie, dévoileraient des secrets terribles, et le forcerait à choisir entre la loi et la justice, entre la raison et le cœur. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas la laisser mourir sur cette place. Pas elle. Grace ouvrit les yeux dans une chambre qu'elle ne reconnut pas. Le plafond était orné de moulures dorées. Des rideaux de soie bleue filtraient une lumière douce. L'odeur de lavande et de cire d'abeille flottait dans l'air. Elle était allongée sur un lit dont les draps étaient plus fins que tout ce qu'elle avait jamais touché. La douleur dans son dos la rappela brutalement à la réalité. Elle gémit en tentant de bouger. « Ne bougez pas !» La voix était grave, posée, teintée d'une autorité naturelle mais aussi d'une douceur inattendue. Grace tourna légèrement la tête. Un homme était assis près du lit, dans un fauteuil de cuir vert. C'était lui, l'homme qui avait arrêté le supplice. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Au château de Haute-Claire, vous êtes en sécurité. Le docteur Moreau a soigné vos blessures. Il dit que vous vous rétablirez complètement, mais qu'il vous faudra du repos. » Grace ferma les yeux, submergée par un mélange de soulagement et de confusion. « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Richard se leva et s'approcha de la fenêtre. Il regarda les jardins à la française qui s'étendaient devant le château, les allées de gravier blanc, les fontaines de marbre, les bosquets taillés avec précision. Parce que ce que j'ai vu sur cette place n'était pas de la justice, c'était de la barbarie déguisée en légalité. Il se retourna vers elle. « Êtes-vous coupable du vol dont on vous accuse ?» Grace le regarda droit dans les yeux. Malgré la douleur, malgré l'épuisement, son regard était clair, direct, honnête. « Non, monsieur le baron, je n'ai rien volé. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. » Richard hocha lentement la tête. « Racontez-moi, depuis le début. » Grace prit une longue inspiration. Parler lui faisait mal, mais elle devait le faire. C'était peut-être sa seule chance. J'étais femme de chambre chez la comtesse de Valmer depuis 3 ans. Une bonne place, bien payée. La comtesse était exigeante, mais juste. Du moins, le croyais-je. Il y a 2 semaines, elle a reçu la visite de M. Julien Mercier, le procureur du comté. Ils se sont enfermés dans le bureau pendant des heures. J'ai servi le thé. Ils parlaient à voix basse, mais j'ai entendu des mots qui m'ont glacé le sang. Quels mots? Fraude, détournement, falsification de testament, et un nom, celui de Feu, le comte de Belmont.
Richard fronça les sourcils. Le comte de Belmont était mort 6 mois auparavant, dans des circonstances étranges. Sa fortune considérable avait été léguée à des cousins éloignés, au détriment de sa propre fille. « Continuez, dit-il d'une voix tendue. Le lendemain, la comtesse m'a convoqué. Elle m'a accusé d'avoir volé 6 pièces d'or dans son coffret. J'ai nié, évidemment. Elle a appelé les gardes. Ils m'ont fouillé et ils ont trouvé les pièces dans ma chambre, cachées sous mon matelas. Quelqu'un les y avait mises. Oui, je ne sais pas comment, ni quand, mais quelqu'un les y a mises. Le lendemain, j'étais jugé et condamné. Tout s'est passé si vite, comme s'il voulait me faire disparaître avant que je ne puisse parler. » Richard s'assit au bord du lit. Son esprit d'avocat, aiguisé par des années d'études, commençait à assembler les pièces du puzzle. Vous avez entendu leur conversation. Ils savaient que vous aviez entendu. Il fallait vous discréditer, vous faire passer pour une voleuse, voire vous tuer lors du fouettage, 20 coups de fouet. C'est souvent une sentence de mort pour une femme de votre constitution. Grace frissonna. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette machination pour une simple servante? Parce qu'une servante qui témoigne devant un tribunal peut être ignorée. Mais une servante morte ou bannie ne peut plus témoigner du tout. Et si l'affaire Belmont est ce que je crois, il y a des millions en jeu. Des héritages détournés, des fortunes volées, des vies brisées. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la chambre. Je vais enquêter, je vais remuer ciel et terre, mais vous devez me dire tout ce dont vous vous souvenez. Chaque mot, chaque détail, aussi insignifiant soit-il. Grace hocha la tête malgré la douleur. Il y a autre chose. Elle hésita puis reprit. Avant qu'il ne m'arrête, j'ai réussi à prendre quelque chose dans le bureau de la comtesse, un document. Je l'ai caché dans la doublure de ma jupe. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé quand ils m'ont fouillé, mais... Richard se figea. Où est cette jupe maintenant? Madame Berthe, votre gouvernante, l'a prise pour la brûler. Elle était tachée de sang et... Richard était déjà à la porte. Madame Berthe, la gouvernante apparut quelques instants plus tard, les joues roses, l'air inquiet. Monsieur le baron? Les vêtements de mademoiselle Whitmore, où sont-ils? Je les ai mis à laver, monsieur. La jupe était en très mauvais état, je pensais la jeter après. Apportez-la-moi, immédiatement, et ne la lavez pas. Madame Berthe s'éclipsa, perplexe. Elle revint quelques minutes plus tard, avec la jupe grise maculée de sang séché. Richard la prit avec précaution et commença à examiner la doublure. Ses doigts experts trouvèrent rapidement une couture irrégulière. Il déchira le tissu. Un parchemin plié en 4 tomba dans sa main. Il le déplia avec soin. C'était une lettre, écrite d'une main élégante. Une lettre signée par Julien Mercier, le procureur, adressée à la comtesse de Valmer. Une lettre qui détaillait, avec une précision glaquante, comment falsifier le testament du comte de Belmont, comment soudoyer le notaire, comment faire disparaître les témoins gênants. Une lettre qui, si elle était présentée devant un tribunal, enverrait son auteur à la guillotine. Richard releva la tête vers Grace. Ses yeux gris brillaient d'une lueur nouvelle. « Vous venez de me donner la preuve la plus accablante qu'un magistrat corrompu puisse craindre. Mais vous réalisez ce que cela signifie ?» Grace hocha faiblement la tête. « Que ma vie est en danger. Que nos vies sont en danger, » corrigea Richard. « À partir de maintenant, vous ne quitterez pas ce château. Personne ne saura que vous êtes ici. Officiellement, vous êtes morte des suites du fouettage. Je m'en occupe. » Il serra la lettre dans sa main. « Et je vais détruire ceux qui vous ont fait ça. Je vous le promets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette première partie. » Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange suspension du temps. Grace restait confinée dans la chambre d'invité du 2e étage, soignée avec un dévouement méticuleux par le docteur Moreau et Madame Berthe. Ses plaies, bien que profondes, cicatrisaient lentement. La fièvre qui l'avait saisie la première nuit était tombée, mais c'était la peur qui restait, tapie dans son cœur comme une bête aux aguets.
Richard passait plusieurs heures par jour avec elle, l'interrogeant sur chaque détail de sa vie chez la comtesse, notant méticuleusement chaque information dans un grand registre de cuir noir. Il avait cette façon méthodique, presque obsessionnelle, d'approcher les choses. Chaque fait devait être vérifié, recoupé, confirmé. « Parlez-moi de la fille du comte » demanda-t-il un après-midi pluvieux, assis près de la fenêtre, une plume à la main. « Mademoiselle Hélène de Belmont, l'avez-vous rencontrée » Grace hocha la tête. Elle était assise dans son lit, adossée à des oreillers de plumes. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne portait plus la robe grise des pauvres, mais une chemise de nuit en lin blanc que Madame Berthe lui avait donnée. Plusieurs fois, elle venait parfois rendre visite à la comtesse. C'était une jeune femme très belle, très douce. Elle pleurait souvent. Elle ne comprenait pas pourquoi son père l'avait déshéritée, pourquoi il avait tout laissé à des cousins qu'il détestait. Elle disait que c'était impossible, que son père l'aimait, qu'il lui avait promis. La voix de Grace se brisa. La dernière fois que je l'ai vue, c'était 3 jours avant mon arrestation. Elle était venue supplier la comtesse de l'aider à contester le testament. La comtesse l'a mise à la porte. Elle lui a dit qu'elle n'était qu'une ingrate, que son père avait bien fait de la déshériter. Mademoiselle Hélène est partie en pleurant. Je ne l'ai jamais revue. Richard nota ces informations avec soin. Puis il leva les yeux vers Grace. Il y avait quelque chose dans son regard, et quelque chose qu'elle n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. De la compassion, certainement, mais aussi autre chose, une intensité qui la troublait. « Vous avez été très courageuse, » dit-il doucement. Peu de gens auraient eu le réflexe de prendre ce document, encore moins celui de le cacher comme vous l'avez fait. Grace baissa les yeux, gênée. Je ne me sentais pas courageuse. J'avais juste peur qu'ils ne s'en tirent, peur que personne ne croie une pauvre servante. Ils ne s'en tireront pas. La certitude dans la voix de Richard était absolue. Il se leva, s'approcha du lit. Pour la première fois, Grace remarqua vraiment son visage. Les rides fines au coin de ses yeux, la mâchoire carrée, les lèvres pleines mais souvent serrées, comme s'il retenait des mots qu'il ne voulait pas prononcer. Il était beau, d'une beauté aristocratique et austère. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» demanda-t-elle soudain. « Vous ne me connaissez pas. Vous risquez votre réputation, peut-être même votre vie. Pourquoi ?» Richard détourna le regard. Il alla à la fenêtre, observa la pluie qui tombait sur les jardins. « Parce que j'ai vu trop d'injustices dans ma vie, parce que j'ai été magistrat, avocat, juge, j'ai vu comment le système broie les innocents, comment les puissants écrasent les faibles, et chaque fois je me suis dit, pas cette fois, pas sous mes yeux. » Il se retourna vers elle. « Et puis, il y a vous, attaché à ce poteau, votre dos déchiré, vos yeux qui ne suppliaient pas, qui ne pleuraient pas, qui regardaient droit devant, comme si vous acceptiez votre destin mais refusiez de vous soumettre. Ça m'a touché, d'une façon que je ne saurais expliquer. » Un silence s'installa entre eux. Un silence chargé d'une tension nouvelle, indéfinissable. Ce fut Grace qui le brisa. « Vous avez perdu quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un que vous n'avez pas pu sauver. » Richard tressaillit. Pendant un instant, elle crut qu'il allait se refermer, quitter la pièce. Mais il resta immobile, le regard perdu dans les ténèbres de ses propres souvenirs. « Ma femme, Isabelle, elle est morte il y a 5 ans. Une fièvre. Le médecin disait qu'il n'y avait rien à faire. Mais moi, je savais qu'il existait un traitement en Italie. Un médecin qui avait guéri des cas similaires. J'ai essayé de l'emmener là-bas, mais les routes étaient fermées à cause de la guerre. Les frontières, scellées. J'ai supplié, menacé, offert des fortunes. Rien. Quand nous avons enfin pu partir, il était trop tard. Elle est morte dans mes bras, sur une route boueuse, à 3 jours de la frontière. Il ferma les yeux. Depuis, je me suis juré de ne plus jamais rester impuissant face à l'injustice, de ne plus jamais laisser mourir quelqu'un que je pouvais sauver. Grace sentit les larmes monter. Elle tendit la main vers lui, hésita, puis la posa doucement sur la sienne. « Je suis désolé. » Richard rouvrit les yeux.
Il regarda leurs mains jointes, la sienne si grande et forte, la sienne si petite et fragile. Quelque chose passa entre eux, un courant invisible, une connexion qui transcendait les mots. Il retira doucement sa main. « Reposez-vous. Demain, nous commençons l'enquête. J'ai envoyé des lettres à des contacts à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Si Mercier et la comtesse ont fait ça au comte de Belmont, ils ont probablement frappé ailleurs. Nous trouverons d'autres victimes, d'autres preuves, et nous les écraserons. » Il s'apprêtait à partir lorsque Grace l'appela. « Monsieur le baron ?»« Oui, merci, pour tout. » Richard hocha la tête sans un mot et quitta la chambre. Mais longtemps après son départ, Grace sentait encore la chaleur de sa main dans la sienne. L'enquête de Richard progressait avec la précision d'une horloge suisse. Chaque jour apportait son lot de découvertes. Les réponses à ses lettres arrivaient par dizaines. Un notaire de Lyon témoignait d'un testament falsifié. Une veuve de Marseille racontait comment son héritage avait disparu mystérieusement après la visite du procureur Mercier. Un juge à la retraite de Bordeaux évoquait des pressions, des menaces, des manipulations. Le réseau de corruption était vaste. Il s'étendait sur plusieurs comtés, impliquant notaires, juges, avocats et nobles. La comtesse de Valmer n'était qu'un rouage dans une machine bien huilée qui détournait les héritages, falsifiait les testaments, éliminait les témoins gênants. Et au centre de cette toile d'araignée, Julien Mercier. Richard travaillait jour et nuit, compilant les témoignages, constituant un dossier si accablant qu'aucun tribunal ne pourrait l'ignorer. Mais il savait aussi que plus il creusait, plus le danger grandissait. Un soir, alors qu'il revenait d'une visite à un notaire à Orléans, il trouva sa voiture sabotée. Les roues avaient été sciées à moitié, un accident qui aurait pu le tuer. Un autre jour, son cocher fut attaqué sur la route, roué de coups, et laissé pour mort avec un message épinglé sur sa chemise. « Arrêtez vos investigations ou vous mourrez ». Richard doubla la garde autour du château. Il fit venir des hommes de confiance, d'anciens soldats, pour patrouiller nuit et jour. Le château de Haute-Claire devint une forteresse. Grace, elle, vivait dans une anxiété constante. Elle entendait les bruits de la nuit, les pas des gardes, le cliquetis des armes. Elle savait que tout cela était à cause d'elle, à cause de ce qu'elle avait entendu, de ce qu'elle avait pris. « Je devrais partir, » dit-elle un soir à Richard. « Je vous mets en danger. Si je disparais, s'ils croient que je suis morte, peut-être qu'ils vous laisseront tranquille. » Richard posa le document qu'il était en train de lire. « Non. » Mais Grace, c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Le son de sa voix prononçant ce mot la fit frissonner. « Vous ne partirez pas. Vous êtes en sécurité ici. Et nous sommes trop près du but. Dans 2 semaines, j'aurai assez de preuves pour saisir le garde des Sceaux à Paris. Mercier et ses complices seront arrêtés, jugés, condamnés. Et s'ils nous tuent avant ?» Richard s'approcha d'elle. Ils étaient dans la bibliothèque, entourés de milliers de livres aux reliures de cuir. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Ils ne vous tueront pas. Je ne le permettrai pas. » « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » « Parce que je vous protège, parce que je... » Il s'interrompit. Ses yeux plongèrent dans ceux de Grace. Elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité, une faille dans son armure de baron austère. « Parce que vous êtes importante, pour cette enquête, pour la justice, pour... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Grace sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'elle aurait dû détourner le regard, rompre ce moment de tension. Mais elle ne le fit pas. Elle resta là, immobile, hypnotisée par cet homme qui avait tout abandonné pour la sauver. « Richard » murmura-t-elle. Ce fut lui qui détourna le regard, qui rompit le charme. « Il se fait tard. Vous devriez vous reposer. » Il quitta la bibliothèque d'un pas rapide, presque fuyant. Grace resta seule, le cœur battant.
inconsciente que quelque chose venait de changer entre eux, quelque chose d'irréversible. La menace se concrétisa 3 jours plus tard. C'était une nuit sans lune. Le château était plongé dans l'obscurité, à peine éclairé par quelques lanternes aux fenêtres. Grace dormait d'un sommeil agité lorsqu'elle fut réveillée par des cris de combat. Elle bondit hors du lit, courut à la fenêtre. Dans la cour du château, des ombres s'affrontaient. Des hommes se battaient à l'épée, au pistolet. Des coups de feu claquaient dans la nuit. La porte de sa chambre s'ouvrit brutalement. Richard apparut, une épée à la main, le visage dur. « Ils sont là. Ils ont forcé les grilles. Nous devons vous cacher. » « Combien sont-ils » ? « Une vingtaine. Des mercenaires, probablement. Bien armés, bien entraînés. » Il la prit par la main, l'entraîna dans le couloir. Ils coururent à travers le château, descendant des escaliers dérobés, empruntant des passages secrets que seul Richard connaissait. Ils atteignirent finalement une petite pièce cachée derrière la bibliothèque, une chambre forte où les barons de Haute-Claire cachaient autrefois leurs trésors. « Vous resterez ici, » ordonna Richard. « Quoi qu'il arrive, ne sortez pas, ne faites aucun bruit. Et vous ? Je vais les affronter. » « Non, vous ne pouvez pas. Ils sont trop nombreux. » Richard posa une main sur sa joue, un geste d'une tendresse infinie. « Grace, faites-moi confiance. » Puis il tourna les talons et disparut. Grace resta seule dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Elle entendait les bruits du combat au-dessus d'elle, les cris, les cliquetis des épées, les détonations. Puis le silence, un silence terrible, absolu. Grace attendit. 1 minute, 2, 10. Puis elle entendit des pas lourds qui descendaient l'escalier. La porte de la chambre forte s'ouvrit lentement, une silhouette apparut dans l'embrasure. Grace retint son souffle, prête à hurler. Puis elle reconnut le visage. Richard. Il était couvert de sang, mais vivant. Ses yeux gris brillaient dans la pénombre. « C'est fini, » dit-il d'une voix rauque. « Ils sont partis, ou morts. » Grace se jeta dans ses bras sans réfléchir. Elle le serra contre elle, tremblante, des sanglots secouant ses épaules. « J'ai cru qu'il vous avait tué. » Richard la tint contre lui, ses mains larges caressant doucement ses cheveux. « Je suis là, je suis là. » Ils restèrent ainsi, enlacés, dans cette chambre forte éclairée par une seule bougie. 2 âmes brisées qui se raccrochaient l'une à l'autre dans la tempête. Lentement, Grace releva la tête. Leurs visages étaient si proches. Elle voyait chaque détail du sien. La cicatrice fine sur sa tempe, les rides au coin de ses yeux, la barbe naissante sur ses joues, et puis leurs lèvres se touchèrent. Ce fut un baiser hésitant d'abord, presque timide, puis il s'approfondit, devint plus urgent, plus passionné. Toute la tension accumulée depuis des semaines explosa entre eux. Grace sentit les mains de Richard se crisper dans ses cheveux, sentit son propre corps s'enflammer sous ses caresses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Richard posa son front contre le sien. « Grace, » murmura-t-il, « je ne devrais pas. Nous ne devrions pas. Je sais. Vous êtes une femme sous ma protection. Je suis baron. Vous êtes une servante, » termina-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. « Je sais qui je suis, Richard. Je sais ce que la société attend. Mais dans cette pièce, maintenant, il n'y a ni baron ni servante. Il n'y a que vous et moi. 2 personnes qui ont frôlé la mort. 2 personnes qui... » Elle s'interrompit, n'osant pas prononcer les mots. Richard le fit pour elle. 2 personnes qui s'aiment. Le silence qui suivit fut chargé de 1000 émotions. Grace sentit les larmes couler sur ses joues. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui. » Richard l'embrassa à nouveau, avec une douceur infinie cette fois. Un baiser qui n'était plus seulement passion, mais promesse, engagement, amour. « Alors, nous affronterons le monde ensemble, » dit-il contre ses lèvres. « Nous détruirons ceux qui vous ont fait du mal. Nous prouverons votre innocence. Et ensuite, je me moque de ce que diront les gens.
Je me moque des conventions. Vous serez à mes côtés, comme mon égal, comme ma femme, si vous l'acceptez. Grace le regarda, incrédule. Vous parlez de mariage? Je parle d'avenir, notre avenir. Il prit ses mains dans les siennes. Grace Whitmore, vous m'avez rendu à la vie. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la beauté, de la bonté dans ce monde. Vous avez rallumé une flamme que je croyais éteinte à jamais. Je ne vous laisserai pas partir. Jamais. Grace ferma les yeux, submergée par un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Oui, murmura-t-elle. Oui, Richard. 1000 fois, oui. Ils s'embrassèrent encore, tandis qu'au-dessus d'eux, l'aube commençait à poindre sur le château de Haute-Claire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Richard, galvanisé par son amour pour Grace et par la rage que l'attaque avait provoquée en lui, redoubla d'efforts. Il fit venir des renforts, engagea des détectives privés, soudoya des informateurs. Et lentement, pièce par pièce, le puzzle se compléta. Julien Mercier n'était pas seulement un procureur corrompu. C'était le cerveau d'une organisation criminelle qui avait détourné des dizaines de millions de francs au cours des 10 dernières années. La comtesse de Valmer était son associée principale, utilisant son statut social pour approcher les familles riches, identifier les cibles potentielles. Le comte de Belmont n'était que l'une de leurs nombreuses victimes, mais c'était la plus importante. Sa fortune était colossale, et sa fille, Hélène, représentait une menace. Richard découvrit qu'Hélène de Belmont avait disparu 3 jours après la condamnation de grâce. Officiellement, elle était partie pour un couvent en Bretagne. Mais aucun couvent ne confirmait sa présence. « Ils l'ont tuée », dit Richard un soir, les mains tremblantes de rage. « Cette pauvre fille. Ils l'ont tuée pour s'assurer qu'elle ne contesterait jamais le testament. » Grace, assise à ses côtés dans la bibliothèque, sentit un frisson glacial la parcourir. « Et il m'aurait tué aussi, si vous n'aviez pas été là. Mais je suis là, et nous allons les faire payer, pour vous, pour Hélène, pour toutes leurs victimes. » Le dossier de Richard était maintenant complet. 150 pages de témoignages, de preuves, de documents falsifiés, de lettres compromettantes. Un dossier qui, présenté devant le bon tribunal, enverrait Mercier et ses complices à la guillotine. Mais Richard savait qu'il ne pouvait pas faire confiance aux tribunaux locaux. Trop de juges étaient dans la poche de Mercier. Il fallait aller plus haut, beaucoup plus haut. Il fallait aller à Paris, devant le garde des Sceaux lui-même. « C'est dangereux », dit Grace lorsqu'il lui exposa son plan. « Paris est loin, Mercier a des alliés partout. Et si ? Il n'y a pas d'alternative. Nous devons frapper vite et fort, au plus haut niveau, sinon ils trouveront un moyen d'étouffer l'affaire. Alors je viens avec vous. » « Non, Richard. Grace, vous êtes la preuve vivante de leur crime. Vous êtes le témoin principal. Si quelque chose m'arrive, vous devez survivre. Vous devez témoigner. Et si quelque chose vous arrive, comment voulez-vous que je survive? Comment voulez-vous que je vive sans vous? » Richard la prit dans ses bras. « Rien ne m'arrivera, je vous le promets, je reviendrai. Et quand je reviendrai, Mercier sera en cage. Et nous serons libres, libres de nous aimer, libres de vivre. » Il l'embrassa longuement, comme pour sceller cette promesse. « Ayez confiance en moi. » Richard partit pour Paris à l'aube, escorté par 6 hommes armés. Le voyage durerait 4 jours. 4 jours pendant lesquels Grace resterait au château, protégée par les gardes restants, à attendre, à prier, à espérer. Les 2 premiers jours passèrent lentement. Grace occupait son temps en lisant, en se promenant dans les jardins sous escorte, en parlant avec Madame Berthe, qui était devenue une alliée précieuse. Le 3e jour, un cavalier arriva au château, porteur d'une lettre de Richard. Tout allait bien, il était arrivé à Paris, il avait obtenu une audience avec le garde des Sceaux pour le lendemain. Grace relut la lettre 10 fois, s'accrochant à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Le 4e jour, elle attendit des nouvelles qui ne vinrent pas. Le 5e jour, l'angoisse commença à la ronger. Le 6e jour, un autre cavalier arriva.
Mais ce n'était pas un messager de Richard, c'était un officier de la garde royale. Il descendit de cheval, demanda à voir mademoiselle Whitmore. Grace le reçut dans le salon, le cœur battant. « Mademoiselle, » dit l'officier en s'inclinant, « j'ai des nouvelles du baron de Pemberton. »« Que s'est-il passé? Il va bien ?» Le baron a été arrêté sur ordre du procureur Mercier. Il est accusé de complicité de vol, de recel de criminels et d'outrage à magistrat. Grace sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. C'est Mercier le criminel. Nous avons les preuves. Les preuves ont été déclarées fausses. Mercier prétend que le baron a fabriqué ces documents pour salir sa réputation. Il dit que vous êtes sa complice, que vous avez inventé toute cette histoire pour échapper à votre condamnation. Non, non. L'officier baissa la voix. Mademoiselle, je suis ici en tant qu'envoyé officiel, mais officieusement. Je crois le baron. J'ai lu le dossier, j'ai vu les preuves. Mercier est puissant, il a des alliés partout. Mais il y a des gens, à Paris, qui commencent à douter. Des gens qui veulent la vérité. Il sortit une enveloppe de sa poche. Le baron m'a chargé de vous remettre ceci. Il dit que vous saurez quoi faire. Grace prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de Richard. « Ma très chère Grace, si vous lisez ceci, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Mercier m'a fait arrêter avant que je puisse présenter nos preuves. Il a retourné la situation contre moi. Mais tout n'est pas perdu. Dans le double fond de mon bureau à gauche, vous trouverez une copie complète du dossier. Prenez-la. Allez voir le duc de Montmorency à Paris. C'est un ami de longue date, un homme intègre. Donnez-lui le dossier. Il saura quoi faire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ils ne peuvent pas me condamner sans procès, et un procès leur donnera exactement ce qu'ils veulent éviter. De la publicité, de la transparence. Soyez courageuse, mon amour. Soyez forte. Et sachez que, quoi qu'il arrive, je vous aime. Vous êtes la lumière de ma vie, et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour vous retrouver. Votre Richard. Grace serra la lettre contre son cœur, les larmes ruisselant sur ses joues. Puis elle releva la tête. Ses yeux, rougis par les pleurs, brillaient d'une détermination nouvelle. « Où est le bureau du baron ?» demanda-t-elle à madame Berthe. « Au premier étage, mademoiselle, mais... » « Préparez mes affaires et trouvez-moi une voiture. Je pars pour Paris. »« Mademoiselle, c'est de la folie. Si Mercier apprend que vous êtes vivante. »« Justement, il est temps qu'il l'apprenne. Il est temps que tout le monde sache la vérité. » Grace monta à l'étage, trouva le bureau de Richard. Elle localisa le double fond, l'ouvrit. Le dossier était là, intact, complet. Elle le prit, le serra contre elle. Richard l'avait sauvé. Maintenant, c'était à son tour de le sauver. Le voyage jusqu'à Paris fut un calvaire. Grace voyageait déguisée en veuve, voilée de noir, accompagnée par deux des gardes les plus fidèles de Richard. Ils évitaient les routes principales, dormaient dans des auberges discrètes, changeaient régulièrement de chevaux. À chaque instant, Grace craignait d'être reconnue, arrêtée, tuée, mais elle continuait. Pour Richard, pour la justice, pour toutes les victimes de Mercier. Ils arrivèrent à Paris le 7e jour, à la nuit tombée. La capitale grouillait de vie, de bruit, de lumière. Grace n'y était jamais venue. Elle fut submergée par l'immensité de la ville, par la foule, par l'agitation. Mais elle n'avait pas de temps à perdre en contemplation. L'hôtel particulier du duc de Montmorency se trouvait dans le quartier du Marais. Une somptueuse demeure de pierre blanche, entourée de grilles dorées. Grace se présenta à la porte, demanda à voir le duc. Le majordome la toisa avec mépris. « Le duc ne reçoit pas sans rendez-vous, et certainement pas des... » « Dites-lui que je viens de la part du baron de Pemberton. Dites-lui que c'est une question de vie ou de mort. » Quelque chose dans son ton, dans son regard, convainquit le majordome. Il disparut à l'intérieur. 10 minutes plus tard, Grace fut introduite dans un salon luxueux. Le duc de Montmorency était un homme d'une 60aine d'années, grand, élégant, au regard perçant. « Vous dites venir de la part de Richard de Pemberton ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, monsieur le duc. »« Et qui êtes-vous »
Je suis Grace Whitmore. Je suis la femme pour laquelle le baron a été arrêté. Le duc fronça les sourcils. La voleuse? Celle qui a été fouettée? Celle qui a été accusée à tort? Celle qui détient la preuve que Julien Mercier est un escroc, un meurtrier et un menteur? Elle ouvrit le dossier, en sortit la lettre de Mercier, la tendit au duc. « Lisez ». Le duc prit la lettre, la lut attentivement. Son visage pâlit. « Mon Dieu, si cela est authentique. C'est authentique. Et ce n'est qu'une pièce parmi 100 autres. Le baron a constitué un dossier complet. Témoignages, preuves, documents falsifiés. Tout. » Elle posa le dossier sur la table. « Mercier a arrêté le baron pour l'empêcher de vous le remettre, mais je suis là, et je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas agi. » Le duc la regarda longuement, puis un sourire se dessina sur ses lèvres. Richard m'avait dit qu'il avait rencontré une femme extraordinaire. Il ne mentait pas. Il sonna. Un domestique apparut. « Faites venir mon secrétaire, et prévenez le garde des Sceaux que je demande une audience d'urgence, pour demain matin. » Il se tourna vers Grace. « Mademoiselle Whitmore, je vais avoir besoin de votre témoignage, de chaque détail. Êtes-vous prête ? » « Je suis prête. » L'audience devant le garde des Sceaux eut lieu le lendemain à 9 heures. C'était une salle immense, aux murs tapissés de livres de droit, au plafond orné de fresques représentant la justice. Le garde des Sceaux, M. Henri de Beaufort, était un homme imposant, au visage sévère mais honnête. Il écouta le duc de Montmorency présenter le dossier, examina les preuves, lut les témoignages. Puis il fit entrer Grace. Elle était terrifiée, mais elle se tint droite, la tête haute, et raconta son histoire. Depuis le début, l'écoute de la conversation, le vol monté de toutes pièces, le fouettage, Richard, l'enquête, les menaces, l'attaque du château, tout. Le garde des Sceaux l'écouta sans l'interrompre. Puis il posa des questions, des dizaines de questions, sur des détails, des dates, des noms. Grace répondit à toutes, avec précision, avec honnêteté. Lorsqu'elle eut terminé, le garde des Sceaux se leva. « Mademoiselle Whitmore, votre témoignage est accablant, et ses preuves. » Il brandit la lettre de Mercier, sont irréfutables. Je vais ordonner l'arrestation immédiate de Julien Mercier et de tous ses complices. Le baron de Pemberton sera libéré dans l'heure et une enquête complète sera ouverte. Il fit une pause. Je vous dois des excuses. Au nom de la justice que j'ai juré de servir, je vous présente mes plus plates excuses pour ce que vous avez enduré. Grace sentit les larmes monter. Merci, monsieur. Merci. Richard fut libéré 2 heures plus tard. Lorsqu'il sortit de la prison du Châtelet, Grace l'attendait devant les grilles. Ils se regardèrent un long moment, incapables de parler. Puis Richard traversa la cour en courant, la prit dans ses bras, la souleva du sol. « Grace, Grace, mon amour, comment avez-vous ? Je n'allais pas vous laisser croupir en prison alors que c'est vous qui m'avez sauvé. » Ils s'embrassèrent, indifférent au regard curieux des passants. « C'est fini, » murmura Richard contre ses lèvres. « Mercier est arrêté, la comtesse aussi, et tous les autres. C'est fini. Et nous, qu'allons-nous devenir ?» Richard la regarda dans les yeux. « Nous allons nous marier, nous allons rentrer à Haute-Claire, nous allons vivre ensemble, comme je vous l'ai promis. Mais je ne suis qu'une servante. Vous êtes Grace Whitmore, la femme la plus courageuse, la plus noble que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes mon égale, ma moitié, mon âme. » Il s'agenouilla devant elle, là, au milieu de la rue. « Grace Whitmore, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Grace éclata en sanglots. « Oui, oui, Richard, de tout mon cœur. » Le procès de Julien Mercier et de ses complices dura 3 mois. Ce fut l'un des plus grands scandales judiciaires du siècle. 42 personnes furent inculpées. 12 furent condamnées à mort, dont Mercier et la comtesse de Valmer. Les autres écopèrent de peines de prison ou de travaux forcés.
Les héritages volés furent restitués aux familles. La fortune du comte de Belmont revint à sa fille, Hélène, qui fut retrouvée vivante dans un couvent en Normandie où elle avait été enfermée de force. Richard de Pemberton fut décoré par le roi pour son courage et son intégrité. Il refusa toute récompense financière, demandant seulement que les lois sur les preuves et les procédures judiciaires soient réformées pour éviter de telles injustices à l'avenir. Quant à Grace et Richard, ils se marièrent au printemps suivant, dans la petite chapelle du château de Haute-Claire. La cérémonie fut simple, intime, réunissant seulement leurs plus proches amis et serviteurs. Grace portait une robe de soie blanche brodée de fleurs. Richard portait son costume de baron, mais sans ses décorations. Il voulait se marier non pas en tant que noble, mais en tant qu'homme. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, lorsqu'ils échangèrent leur premier baiser en tant qu'époux, le soleil perça à travers les vitraux, baignant la chapelle d'une lumière dorée. Des années plus tard, Grace se tenait sur la terrasse du château, regardant le soleil se coucher sur les jardins. Elle avait 30 ans maintenant. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant. Elle portait une robe de velours bleu, simple mais raffinée. Dans ses bras, un petit garçon de 2 ans jouait avec un soldat de bois. Il avait les yeux gris de son père et les cheveux châtains de sa mère. Richard apparut derrière elle, entoura sa taille de ses bras. « À quoi pensez-vous, mon amour ?» Grace sourit. « Je pense à cette place, à ce poteau, à ces 10 coups de fouet qui ont changé ma vie. Des souvenirs douloureux, des souvenirs qui m'ont mené à vous. » Elle se retourna dans ses bras. « Vous m'avez dit, ça suffit. 2 mots, 2 simples mots. Et tout a changé. » Richard l'embrassa doucement. « Je referai tout, 1000 fois, pour vous. » Leur fils gazouilla, tendant ses petites mains vers le ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître. Grace le serra contre elle, regarda Richard, regarda leur château, leur terre, leur vie. Elle avait été brisée, humiliée, une condamnée à tort, mais elle avait survécu. Elle avait trouvé l'amour, elle avait trouvé la justice, elle avait trouvé sa place. Non pas grâce à un titre de naissance, mais grâce au courage, à la vérité, à l'amour. Et dans le crépuscule doré de ce soir d'été, Grace Whitmore, autrefois servante, aujourd'hui baronne de Pemberton, sourit. Car elle savait que la vraie noblesse ne se gagne pas à la naissance. Elle se gagne par le cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits d'amour, d'honneur et de courage. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je vous le promets, saura encore une fois toucher votre cœur.